sur les communications Spotlight qu'on vous faisait parvenir. Ce qui est ressorti de l'évaluation notamment, c'est que c'était beaucoup d'informations et que beaucoup sentaient le besoin d'aborder les enjeux avec des résultats qui étaient peut-être sous-optimaux et la fréquence à laquelle l'information rentrait et générait du travail était beaucoup. Donc, ce qu'on a préféré faire ou ce qu'on a fait pour 2025, on a proposé une approche qui est allégée et personnalisée, où on a évité les unités et les secteurs ambulatoires à personnaliser leur approche et à choisir eux-mêmes les priorités qu'ils souhaitaient aborder pour 2025. Donc, l'exercice, petit retour, pour les urgences et les unités, on a demandé d'identifier 3 priorités. Une priorité était identifiée par l'équipe, par les infirmières, le staff à travers un sondage. Une deuxième priorité par les équipes de leadership et une troisième priorité qui était le choix de la direction, les DON, les coordonnatrices. Donc, on a quand même 509 infirmiers et infirmières qui se sont prononcés, donc qui ont répondu au sondage, ce qui est vraiment fantastique. Et on espère va lancer le ton pour l'engagement autour de ces priorités-là. Mais donc, ça, c'est excellent. Côté clinique ambulatoire, on a demandé aux cliniques d'identifier une seule priorité et ça a été le choix des équipes de leadership. Et là, vous voyez, là, au troisième point, ça, c'est le pourcentage de complétion de l'exercice. Donc, 99% des secteurs ont eu des unités des urgences ont une priorité que le staff a identifiée. 92% des équipes de leadership et 91-92% des ADON. Et il y en a, donc, il y a encore quelques priorités qui sont manquantes, là, mais je sais que je vois des gens encore en train de compléter. Donc, d'ici vendredi, là, on espère que tout ça sera complet. À droite, vous avez le tableau des priorités qui ont été sélectionnées par les équipes. Donc, en rouge, c'est le top 3 de nos priorités que les équipes souhaitent aborder. Donc, sécurité des médicaments qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui, double identification et hygiène des mains. Donc, voilà, c'est quand même assez, en fait, réparti, mais pas de façon égale. En termes de communication, Marie et Carissa ont envoyé une publication aux équipes de leadership. Les communications n'ont pas été envoyées directement au courriel des infirmières. Par contre, les communications à venir, là, vous avez un rappel du calendrier, à partir du mois prochain, vont être envoyées aussi aux adresses MUHC que certaines infirmières ont. Évidemment, on n'atteindra pas l'ensemble du staff de cette façon-là, même si c'est quand même un bon nombre. Donc, on vous invite quand même, les équipes de leadership, à prévoir des modalités de communication avec les équipes, que ce soit de transférer les courriels ou de prendre une portion d'information, la mettre dans vos newsletters, d'afficher les communications sur vos boards ou d'en parler pendant vos huddles. C'est libre à vous, mais de communiquer l'information puisque les infirmières ne vont pas toutes la recevoir directement. Côté ressources, boîte à outils, soutien, je vais vous présenter. En fait, on a pris la décision d'améliorer l'accès aux boîtes à outils. On mettait les boîtes à outils l'année dernière sur un canal Teams auquel les membres des équipes de leadership avaient accès. Malheureusement, c'est un accès qui devait être géré de manière individuelle et les infirmières au bedside n'avaient pas accès à ces boîtes à outils-là. Donc, ce qu'on a choisi de faire cette année, c'est de migrer ces outils-là, ces ressources-là sur l'intranet. Fait que je vous montre, je vais sortir de ma présentation pour vous montrer où ces choses-là peuvent se trouver. Vous voyez toujours mon écran avec... Donc, sur l'intranet, on a une section, donc dans les ressources pour équipe, vous allez dans la section Nursing en anglais, soins infirmiers en français.
et Quality Improvement ou amélioration de la qualité. Et c'est ici que vous allez trouver... attendez un petit peu. On va aller en anglais. Ça semble plus complet en anglais, hein? Marie, right? OK. On va travailler notre version française. Donc, en anglais, ça, c'est ce qui sera visible aussi en français sous peu. Donc, vous avez le rappel du calendrier des spotlights et vous avez les sujets ici à gauche. Donc, le sujet de chacun des spotlights. On a commencé à migrer l'information des boîtes à outils pour les sujets de ce mois-ci, donc sécurité des médicaments et pompe à perfusion. Fait que je clique dessus pour vous donner un aperçu de ce qui s'y retrouve. Donc, c'est ici que vous allez trouver tous les rapports qu'on vous communique sur la plateforme Sway, qu'on vous communique par courriel, mais vous allez pouvoir avoir au fil du temps les historiques et des mises à jour de résultats se trouveront ici aussi. Vous avez les personnes contacts pour chacun des dossiers et vous avez des liens au protocole, procédure et tout matériel là, qui est pertinent au sujet donné. Donc, vous allez avoir ça dans chacune des sections. De retour à la présentation. Donc, la migration des boîtes à outils, c'est en cours, mais donc au fil du temps, là, tout s'y retrouvera. Les webinaires, on a opté pour ne plus avoir des rencontres de mission, mais des webinaires. Et donc, le premier, c'est aujourd'hui. Donc, on lance ça aujourd'hui. L'idée, c'est de présenter cette information-là, d'ouvrir la discussion et la présentation à tout le monde, des enregistrés et eux aussi, les webinaires se retrouveront justement sur les liens là, des boîtes à outils sur l'intranet. Et côté soutien, ça, c'est l'autre chose qui, au cours de l'année 2024, en fait, quand on a évalué par le biais d'un sondage ou des entrevues, on a évalué ce que vous pensiez puis quels étaient les besoins des équipes. Et on a bien entendu le besoin de soutien. Par contre, la nature et la forme que prendra ce soutien-là n'est pas encore très claire à ce moment-ci. Nous, notre équipe, donc les conseillères cadres et les porteurs de dossiers des spotlights, on est en cours de réflexion pour voir de quelle façon on va soutenir les équipes. Tout ce qui est abordé, l'amélioration continue, des changements de pratique, des améliorations, ça a toujours appartenu et d'ailleurs, les équipes de leadership sont très habilitées à mener ces travaux-là, à mener ces changements-là. On pense que vous êtes très bons aussi à le faire. Par contre, nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est continuer à vous communiquer des résultats, continuer à communiquer les ressources nécessaires pour que vous puissiez faire ce travail-là, mais aussi vous tendre la main pour voir si jamais il y a des équipes qui ont besoin d'un certain soutien. Ça ne veut pas dire... Donc, l'idée n'est pas de nous prendre en charge et de mener les travaux sur les unités, mais vraiment de vous tendre la main et de dire que si vous avez besoin d'un soutien, essayez de voir la nature du soutien dont vous avez besoin et s'offrir justement pour accompagner ou pour soutenir l'équipe. Donc, voilà. Et pendant les présentations d'aujourd'hui, Marie et Carissa vont justement commencer à sonder le terrain un peu, à savoir si vous pensez avoir besoin de soutien. Donc, pour les unités qui ont choisi les priorités de sécurité des médicaments ou de pompe à perfusion, si vous l'avez identifié comme priorité, pensez-vous avoir besoin de soutien? Et si oui, si vous avez déjà réfléchi un peu à la nature du soutien dont vous auriez besoin. Donc, elles vont vous lancer ces questions-là là, en cours de présentation. Donc, pour ma part, ça s'arrête ici. Avant que je donne la parole à Carissa et Marie, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Ah, oui, OK, vas-y. Attends un petit peu, là, il va falloir que je mette quelque chose. J'arrive, ce ne sera pas très long. OK, oui, Laura. Thank you for your presentation, Marie-Ève. My question is, what are we doing? I don't know if it's obvious to other people, but I seem to have missed some information. Like last year, I understood we got the monthly update, we presented it to the staff, but like when so our team actually did select medication safety. OK.
So I know we're going to see the presentation, but like, how is it different than last year? So what's similar to last year is every time we send a communication, we invite the teams to present the content and share some of the reminders that are included in the communication with the rest of the team. Each Now month? is to... Sorry? Each month? Oui, mais ça c'est juste des rappels. Ça ne veut pas dire qu'il y a un projet qui est généré, une amélioration des résultats. Mais pour les 3 priorités que vous avez identifiées sur une unité, là, ça dépend ce que vous voulez comme unité aborder. Ça dépend des besoins que vous avez identifiés, vous, votre équipe de leadership, par exemple. Si c'est le staff qui a choisi ça comme priorité, c'est peut-être de retourner vers le staff puis de dire, vous avez identifié cette priorité-là. On est curieux de vous entendre. Quels sont vos besoins, quels sont les enjeux auxquels vous faites face. Et donc, d'identifier c'est quoi le besoin, l'enjeu, et après ça, de prévoir comment vous allez l'aborder. Fait que, tu sais, quand on parle de sécurité des médicaments, Marie va couvrir une partie, mais sécurité des médicaments peut être beaucoup plus large aussi. Donc, il y a des choses que vous pourrez, certainement beaucoup de choses que vous pouvez aborder en équipe de leadership ou avec le staff de votre unité. Il y a d'autres choses, Marie peut peut-être faciliter ou vous envoyer des ressources, mais ça va dépendre de ce que vous voulez aborder. Ce n'est pas sécurité des médicaments at large, mais d'abord identifier votre besoin. OK. Est-ce que ça répond à la question? So for the 3 topics, we're doing kind of a mini project to improve something related to the topic? Ben, ça peut être un projet, ça peut être une amélioration, puis là, c'est là que c'est quelque chose... Puis, on va vous revenir avec de l'information. Tu sais, je pense qu'il y a des discussions d'amélioration continue, peut-être les grandes lignes, comment identifier un objectif, qu'est-ce qu'on se met pour mesurer quelque chose, peut-être faire un pre-post. Vous avez déjà des résultats, par exemple, sur Power BI et tout. Donc, on va prendre contact avec vous. Si vous avez besoin de soutien, on est là justement pour ça, mais c'est vraiment commencez par identifier le besoin sur votre unité, puis essayez de circonscrire ce sur quoi vous voulez travailler. Okay. Because I think at least one of the units I'm working with, our topics are the first 3 months. Oui, OK. Ben c'est parfait. OK. Donc, on va vous contacter, puis je vais laisser la parole à Marie et Carissa, mais on va faire un suivi parce que ce besoin de soutien-là, on l'a entendu, on est en réflexion, mais ça va être quelque chose qu'on va faire de manière collaborative avec vous. Fait que on t'entend, Laura, puis c'est ça, it's coming. OK. OK, excellent. Donc, je laisse la parole à Marie, je crois. Donc, je repartage... Non. Non? OK, je te laisse. Okay. On va aller sur Kahoot. On a préparé notre présentation sur Kahoot et on a mis des questions à travers pour que ça soit interactif. Fait que là, il faut juste que je m'enligne pour le host live puis je vous mette le lien dans le chat. Là. Classic mode. Je pense que je peux juste partager l'écran. On va recommencer. Si tu fais window. Il y a pas un lien aussi? Chat. On parle old school. La bonne nouvelle, c'est que la présentation des 2 sujets est sur le même Kahoot. Fait qu'on n'aura pas besoin de se remettre sur un Kahoot. Je check le chat. C'est ça, hein? C'est le poker chart. 79 ans. Quasiment là, je l'ai trouvé les épaules en même temps. Trop tôt maintenant.
on peut commencer, hein, parce que les questions ne sont pas tout de suite au début. Regardez, pendant que vous joignez, on va commencer parce que le début, c'est de la présentation de toute façon. Là. Alors, on parle de la sécurité des médicaments et des pompes à perfusion. Le sujet, c'est vraiment de vous donner de l'information sur les pratiques reliées à la double vérification indépendante pour les médicaments haute alerte. Et Carissa va parler de l'utilisation des pompes à perfusion en imagerie médicale. Oh, on commence avec un quiz. Ouh! Tant que vous avez le temps. Alors, décrivez la procédure de double vérification indépendante pour les médicaments à niveau d'alerte élevé. Juste une bonne réponse. Vous êtes bon. On va skipper pour essayer d'avancer. Je veux quand même faire une parenthèse parce que lorsque je demande aux unités qu'est-ce que vous faites pour la double vérification, souvent on me parle du processus d'une perte de narcotique sur la feuille verte. Et c'est applicable souvent aux mêmes médicaments, mais c'est vraiment un processus différent. Alors, une perte de narcotiques ou des médicaments contrôlés, c'est un compte mathématique. Et il n'y a pas la composante des 8 bons de l'administration de médicaments. Tandis qu'une double vérification indépendante, on a besoin soit de l'ordonnance ou le résultat de laboratoire pour faire la préparation ou vérifier comme il faut au niveau de l'administration. On a 2 types de double vérification indépendante qui pourraient être faites par notre personnel infirmier. On a la double vérification pour la préparation, on a mis un acronyme à la pharmacie que c'est MPDC. Et c'est vraiment en lien avec un calcul de dosage, soit qu'on a une échelle à suivre. L'échelle peut être liée à un résultat de laboratoire ou le poids d'un patient, par exemple, ou qu'on a une reconstitution à faire d'une solution médicament. L'autre option, c'est la double vérification pour l'administration d'un médicament. Alors, c'est le MADC. Et celui-là, il est vraiment en lien avec les 8 bons de l'administration de médicaments. Lorsqu'on a une autre infirmière qui fait la double vérification avec nous pour vérifier que c'est le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, par la bonne route, à la bonne heure, qu'on a la bonne durée d'administration si on utilise une pompe à perfusion et qu'on le documente bien. Certains médicaments requièrent la double vérification pour la préparation et l'administration, et d'autres, ça pourrait être juste un des deux. Alors, une question pour vous. Choisissez le médicament qui est à haut risque. Alors, de ces 4 médicaments-là, cliquez sur celui qui fait partie de notre liste de médicaments haute alerte. Alors, on a du méthylphénidate, adrénaline, ou de l'oméprazole. Vous êtes toutes bons. Ouais, j'ai fait des petites questions faciles, il faut croire, hein? Alors, quand est-ce qu'on doit faire une double vérification indépendante? Alors, on doit se référer à nos lignes directrices pour les médicaments à haute alerte pour les adultes et on a l'équivalent aussi pour les pédiatries. Ce document-là va vraiment nous dire si c'est pour une double vérification pour la préparation, pour l'administration ou pour les deux. Il y a aussi un changement de pratique cet été que pour tous les médicaments qu'on administre sans utiliser la bibliothèque de médicaments pour les pompes à perfusion du côté adulte, on doit aussi faire une double vérification pour l'administration. Et lorsqu'on dépasse la limite sur la bibliothèque de médicaments de la pompe à perfusion, on doit aussi faire une double vérification. C'est applicable pour
des perfusions continues, ça peut être des doses intermittentes. Je voudrais que la majorité des médicaments qui est sur la liste, c'est des médicaments qu'on administre par route intraveineuse, mais on a aussi par d'autres routes, que ce soit d'ambulatoire, soins aigus, soins critiques. Alors, c'est vraiment applicable à toutes les populations. Prochain quiz. Quelle stratégie qui n'est pas utilisée pour identifier un médicament à niveau d'alerte élevé? Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Après la réponse, je vais arrêter le partage pour partager avec la petite musique Kahoot. Vous avez raison. Alors, on utilise des logos sur des documents cliniques, on place des étiquettes dans les salles de médicaments et on identifie des médicaments aussi au FADM et on limite l'accès aux médicaments. Alors là, je vais arrêter le partage puis on recommence. Je n'ai pas l'option. Also share tab audio. Il était déjà avec le partage. Je partageais déjà la musique, je crois. On est rendu dans les... Bon, Steph M qui est sur top. J'ai l'impression que j'ai cliqué 2 fois. Alors, question pour vous, est-ce que les infirmières auxiliaires peuvent faire la vérification indépendante des médicaments intraveineux avec une infirmière? Ah! Oh, oui, je peux. Alors, est-ce qu'une auxiliaire peut faire la vérification pour un médicament intraveineux? Elles ne peuvent pas. Okay? Alors, les infirmières auxiliaires peuvent faire la vérification pour des médicaments qu'elles peuvent donner. Il faut que ça soit dans leur champ de pratique pour pouvoir le faire. Alors, elles peuvent faire la vérification pour un médicament sous-cutané, que ça pourrait être un opiacé qu'on donne en sous-cutané ou l'insuline, mais elles ne pourraient pas le faire pour un intraveineux. Alors, la pratique attendue, qui est un peu nouveau, qui n'est pas fait partout, mais qui est fait à certains endroits, c'est que la double vérification indépendante doit être consignée au dossier médical du patient pour qu'on puisse confirmer quels professionnels ont participé à la double vérification. Et ça, c'est applicable pour les doses intermittentes, en continu, les patients admis, et les patients en ambulatoire. Je vous dirais que par observation, avec les audits qu'on fait, les perfusions continues, que ce soit des opiacés, l'héparine, l'insuline, c'est bien documenté. On a des outils de documentation qui permettent au personnel de bien le faire. Mais lorsqu'on a des doses intermittentes, c'est là que c'est un peu plus difficile, malgré qu'il y a des endroits qui le font bien. Alors, vrai ou faux? Pour le médicament suivant, qui est le deltaparine en seringue, est-ce que l'infirmière doit faire et documenter la double vérification indépendante? Si on se réfère au protocole, deltaparine fait partie des médicaments haute alerte et on doit faire une double vérification pour la préparation. La bonne nouvelle, c'est que la pharmacie nous fournit un médicament prêt à l'administration. Alors, lorsque c'est pour une double vérification pour la préparation et ce que la pharmacie nous fournit n'a pas besoin d'être manipulé, on n'a pas besoin de le faire parce que la pharmacie l'a déjà fait. Alors, puisque la majorité de notre deltaparine arrive en seringue pré-remplie, l'infirmière n'a pas besoin de le faire. Oui, je vais prendre ta question, Noël. Là? Ben oui. OK. Est-ce que c'est indiqué dans le FADM, ça? Parce que j'ai vu une boîte d'altéparine avec l'étiquette rouge, médicaments à haut risque, mais c'était pas évident que cette double vérification-là a déjà été faite. OK. Fait que là, Noël, je vais te demander d'être patient
parce que j'avais anticipé ce type de questions-là et j'ai la réponse qui s'en vient. Je vais essayer. Alors, pour les changements de pratique, je vous dirais que pour ce spotlight-ci, c'est vraiment pour les doses intermittentes, vraiment s'attaquer à bien documenter la double vérification pour ces doses-là. C'est le plus gros manquement pour le moment. Je vous donne des exemples parce que souvent, on me dit « Ah, mais tu sais, c'est vraiment juste aux soins critiques qu'on donne des doses de médicaments haute alerte en intermittent. » Et ce n'est pas nécessairement vrai. Ma diapo est bilingue parce que j'ai vraiment fait du copier-coller de ce qu'on avait dans nos protocoles. Mais si une infirmière sur une unité de médecine doit donner du lorazépam intraveineux pour des convulsions, il va falloir qu'elle fasse la double vérification parce que selon notre protocole, ça requiert une double vérification pour la préparation. Si on regarde le phénétoïne intraveineux, des doses moins de 300 mg peut être donné sur des unités de soins généraux et ceux aussi, ça prend une double vérification pour la préparation. Au niveau des électrolytes, un exemple, c'est le sodium phosphate IV. Celui-là, s'il arrive déjà dans un sac préparé par la pharmacie, identifié avec le nom du patient, avec la bonne dose, c'est la pharmacie qui le fait. Mais si vous devez reconstituer vous-même votre sac, vous allez devoir faire une double vérification. Chimiothérapie, je l'ai mis, mais je le sais qu'ils sont pas mal bons parce que c'est pas mal leur quotidien de faire des doubles vérifications pour de la chimiothérapie. Alors, la pratique qui est attendue pour les patients hospitalisés, c'est vraiment de documenter la double vérification directement sur le FADM. Alors, je vous ai donné un exemple de médicament intraveineux. Là, je sais, ça, c'est pour surtout des soins critiques. On va inscrire notre dose. La personne qui va donner le médicament va mettre ses initiales comme d'habitude. Et l'infirmière qui a fait la double vérification va mettre ses initiales et signer la section signature comme d'habitude. Et si c'est un médicament qui est déjà inscrit au FADM, que ce soit un médicament régulier ou un médicament au besoin, on va faire la même chose. C'est pour un exemple de patient hospitalisé. Pour les patients en ambulatoire, tout va se faire sur une note d'évolution. On va documenter, on va inscrire c'est qui a fait la double vérification. Pour les perfusions continues, il n'y a aucun changement de pratique. On continue d'utiliser les feuilles de documentation qu'on a déjà. Les actions attendues, fait que ça, je pense que ça va répondre un tout petit peu à Laura quand elle se demandait qu'est-ce qu'on fait. On voudrait, pour les adultes et pédiatries, les gestionnaires doivent revoir un peu avec le personnel pour la documentation de la double vérification directement au FADM, avec le soutien des infirmières en pratique avancée et des éducateurs. Au niveau des infirmières, on a des tâches au niveau de bien observer les avis qui pourraient être un peu partout dans leur environnement. Sur la prochaine diapo, je vous le montre, et de bien documenter. Je vous ai préparé un aide-mémoire qui est une feuille simple qui va faciliter l'enseignement avec le personnel. Lorsque vous voyez des signes, alors ça c'est pour toi Noël, okay? Lorsqu'on a high alert dans l'environnement, des fois c'est sur l'AcuDose qu'on va avoir un écran qui va, un pop-up qui va nous dire « Ah, c'est un médicament haute alerte ». Ça va nous dire si c'est pour la préparation ou l'administration. Les endroits qu'ils voient souvent, je me rends compte que les infirmières ont tendance à juste « next, next, next » au lieu de vraiment lire le message et ne sont pas au courant qu'il fallait faire une double vérification. Sur les FADM, on a le message écrit « High Alert » qui est sur les FADM des sites, la majorité des sites. Pour la Chine, c'est écrit en français, mais ça va être écrit « double vérification » de médicaments. Et sur les pompes, on a aussi un menu habituellement qui apparaît lorsqu'on sort de la limite. Ça va nous dire, êtes-vous sûr? Il faut dire oui ou non. Mais quand on dit oui ou non, c'est notre cue d'aller chercher une infirmière pour la faire avec nous. Alors, quand vous voyez ces avertissements-là, il faut aller consulter la liste qui est pertinente pour vous, que ce soit de la pédiatrie ou de l'adulte, et trouver un collègue pour faire la double vérification si elle est nécessaire et la documenter au FADM ou sur une note d'évolution. I think that's it for me. Fait avant qu'on passe au sujet de Carissa, on va vous faire remplir un petit poll
Parce que moi, j'aimerais ça savoir si c'est ce sujet-là que vous avez choisi. Si vous avez l'intention d'utiliser... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Question de Raphaël. Oui, OK. Fait que si vous pouvez répondre aux questions, pour me donner une idée si vous allez vous attarder au contenu du Spotlight pour les médicaments ou si vous aviez un autre sujet en tête ou si ce n'était pas choisi. Et ensuite, vous allez pouvoir passer aux prochaines questions. Puis, pendant que les gens répondent, Raphaël, je vais prendre ta question. J'ai 2 questions en fait. L'exemple que tu as donné pour la FADM, c'est écrit DV pour double vérification. Qu'est-ce qui arrive si le médicament doit être MPDC et MADC, c'est 2 personnes différentes qui font la vérification? Est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait qu'ils écrivent autre chose? Fait que quand on a rédigé le protocole, on a clarifié qu'on assumait que c'était la même infirmière qui faisait la préparation et l'administration et que ça comptait pour les deux. Mais si c'est 2 infirmières, je comprends que ça peut être 2 infirmières, c'est peut-être 2 corps de travail différents. Je pense qu'il faut être un petit peu créatif pour qu'on... L'objectif, c'est de savoir c'est qui a vérifié quoi. Alors, si c'est une double vérification pour la préparation, mais qu'elle n'a pas vérifié l'administration, mais il va falloir qu'elle écrive qu'elle a double vérifié la préparation seulement. Puis quelqu'un d'autre va écrire DV pour l'administration si ce n'était pas la même infirmière. Je suis curieuse de voir dans quel contexte que ça ne serait pas la même infirmière pour une administration intermittente. Je pense à l'exemple que la personne qui est à côté de moi en train de préparer le médicament, ben, je lui fais valider, mais une fois au chevet, j'accoste quelqu'un d'autre qui est plus proche de ma chambre. Je ne sais pas. Je pense que ça peut arriver en pratique, mais... Oui. Si moi, je fais des audits... Il y a 2 infirmières qui vont préparer le médicament puis qui vont le passer à celle qui est au chevet. C'est pas... Normalement, selon les règles de l'Ordre des infirmières, l'infirmière qui administre doit l'avoir préparé, sauf si c'est un code. Que là, c'est acceptable, mais les 2 doivent documenter ce qu'ils ont fait. Fait qu'une infirmière ne devrait pas préparer un médicament puis que c'est donné par une autre. Puis si on parle de la personne qui vérifie, donc c'est 2 personnes différentes qui vérifient à la préparation puis l'administration. Est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait en fond différencier MPDC puis je mets l'initiale, puis MADC, quelqu'un d'autre met ses initiales, ou est-ce que WDV, ça va être suffisant? Si ce n'est pas la même personne, moi, je mettrais une différence entre les 2. Je mettrais le P ou le I, là, pour le P ou le A. Mais probablement qu'on doit clarifier un peu dans ces contextes-là. OK. Puis ma deuxième question est, on demande aux infirmières d'aller valider la liste des médicaments High Alert pour savoir si c'est MPDC ou MADC. Est-ce que ça a été regardé avec la pharmacie si on pouvait clarifier cette information sur la FADM? Parce que présentement, c'est juste écrit High Alert, mais ça faciliterait beaucoup les choses si sur la FADM, ça mentionnait si c'est MPDC ou MADC. Ça éviterait les infirmières d'ouvrir le document et de flipper à travers plusieurs pages. Fait que c'est une demande que j'ai faite à la pharmacie. C'est pas quelque chose qu'ils sont en mesure de faire présentement avec les limitations du système informatique qu'ils ont, mais ils le savent que c'est une demande que le nursing a. Parce que je suis d'accord avec vous, moi, juste un high alert, c'est pas assez, il faut que tu m'en donnes un peu plus. Fait que c'est à venir. Merci. Les questions? Est-ce que faut-tu te répondre? Je pense qu'il faut que tu répondes pour que... Je pense qu'il peut y aller Carissa. Fait que Carissa va y aller avec sa section. C'est 23 réponses. OK. Okay, so I'll talk about infusion pumps. I'll specifically for adults, I go through MRI pumps. It's mostly in the context of critical care settings. For the pediatric side, there's some updates regarding the new BBRON deployment, and I'll also add in some extra information about Power BI and Machine.
I'll start with the video. So concretely, that's actually what happens if we put in an equipment that's not MRI compatible. Let me show it again, because I think it shocked me when I saw it. So there's definitely serious impacts and consequences, and that's why there's so much safety that's required around MRI. I'll start with a quiz. It's a multi-select option. The unit of measurement for a magnetic field is Tesla, Gauss. Okay, so the correct answer is Tesla and Gauss. It's not Tesla the car. That's what I thought at first. So more as a fun fact. True or false? Vibram pumps are MRI safe. Correct, it's false. Vibram pumps are not MRI safe. However, there is an equipment that's called an MRI safe Vibram station that does exist that we do not have at this point in our organization. So these pumps are not MRI safe. These are the Vibram volumetric pumps and syringe drivers. In most areas, you will have a pump that looks similar to this on the left side. It's called IradiMed, the company, and it's Mridium as the pump. If you happen, so this is how it actually looks like. There's a pump with 2 channels that you could put 2 infusions, and then there's also a remote, this on the left side, that is outside of the MRI room where you can control the medication. If you happen to work at the MNH, you will see these pumps instead, and it's mostly the RTs and an anesthesia who actually manages pumps. Nursing is not involved with these pumps at the MNH that are MRI compatible. For infusion pumps, because it's an infusion pump, the ROPs for infusion pump safety applies. There are 6 tests of conformities for infusion pumps, and I'll go over them quickly. The first one is that we have to have user guides that are accessible to the users. There needs to be an initial and retraining on the safety of the infusion pump. The third one is if patients are involved or manipulate the pumps, they need to receive teaching. Every 2 years, there's a reevaluation of competency. And for the last 2 is that we have to evaluate our effectiveness and make improvements to our practices if needed. This is a roadmap of actually what happens when patients are going to MRI, specifically in the critical care settings. So an appointment is usually confirmed with the MRI department in the morning. A PAB then goes to MRI department to pick up the pump. The nurse makes an assessment of the infusions and decides how many infusions along with the medical team of what is required. The nurse then sets up the MRI tubings and pumps and does the necessary verification. The patient goes to MRI for the test, and then the patient returns back to the unit where the nurse has to reset all the tubings, etc., back to the Vibram pump and does their verification. And finally, the PAB returns the MRI department. This mostly happens at the Glen and MGH site. So as you can see, there's a lot of manipulation, coordination on everyone's part, from A&M to the radiology department, to the bedside nurses, to the medical team. And there's different opportunities, especially with high alert medications that the patient is having, that there's chances of manipulation and error.
True or false? It is not necessary to interrupt breastfeeding for MRI. So it's true. You do not have to stop breastfeeding if the person is breastfeeding for an MRI test. All right. When we first looked at these pumps, I reached out to the quality department, ombudsman, and looked at our patient satisfaction report. There really is not much related to these pumps. I think a little bit on my end, it was off my radar last year a little bit until the spotlight back in September. That it really became on my radar that our critical care settings do use these pumps. And there are safety issues related to these pumps or concerns from clinical teams related to these pumps. So on my end, I'm looking at the practices with some of the teams to look at how we can improve some of the practices. That being said, should your team have any concerns or there were any missed care or near misses, that's a proper word, please ask your team to submit an incident report. So this is something that we can track a bit better and use that to improve our overall practices. Thank you to those teams of educators and APNs in critical care. There's a tip sheet that is available on the intranet in terms of what to do when a patient is scheduled for an MRI. The next section is more FYI, a reminder that our B-Braun pump recertification is now on Power BI, and this is accessible for our managers. There's a tip sheet on the intranet with each step of how to access this sheet. But once you arrive to your sheet, basically you will see the name of all your employees and you will see the date when they last completed their B-Braun recertification. And at the top here, you'll see a summary of your results. A quiz. Oh, what do the numbers mean? So in the image, this is on Power BI. In the summary, there are numbers next to a word. So B-Braun 894, 13413, 13037. What do they mean? Okay, so it actually refers to the B-Braun module. And then an FYI for Lachine, the B-Braun drug library update will happen in January. In fact, I think it might be actually this week that Biomed is going to Lachine to update all the B-Braun pumps. So heads up to be aware of that. Another question, where can a manager submit a request for equipment? So let's say something that's related to pumps. So C2 is very popular. There's C2 Service Desk, C2 Atom Human Resources, Citrix, and C2 Atom Request. Okay, so it's C2 Atom Request, where a manager can have access and log in to submit a request for equipment. All right, we'll move on to pediatrics. First question, when is the B-Braun deployment happening at the MCH? So it's January of the date that you select. So it's happening on January 21st, so it is coming soon.
This is for the pediatric side where they're relaunching their fleet of Bebron. Training is happening. There's three major specific practice changes. First is the removal of a Soluset. Second is the use of a drug library. And third is standard concentration. Currently, I hope either you participated or will be sending your staff. There are two trainings. The first one is an ENA module, and then there's an in-person training session. And that had started from January 6th to January 16th, if I'm correct. Again, so there are examples of different action plans related to this topic. If you have picked it or if it's something that you would like to address, it's separated to three subsequent slides for adult pumps, for MRI and Bebron, and then there's a slide for pediatric in terms of actions for the Bebron deployment. That's the end of the presentation. Hello! Hello. C'est peut-être Noël. Alors, c'est toi, Noël? Ah, Non, c'est pas moi. C'est pas toi qui. Christine, ben, Marie-André, je pense que j'ai répondu à ta question. Puis, pour les codes pour vérifier les pompes, il faut vraiment que j'en parle avec pharmacie parce que ben, on m'en parle souvent qu'on était dû pour changer les codes. C'est peut-être un peu la même chose pour les chariots de médicaments dans les corridors aussi. Fait que je vais l'apporter à notre prochain pharmacie nursing qui est à la fin du mois. Félicitations, Véronique! Jaradine. Je vais juste dire pour le code pour verrouiller les pompes, c'est seulement Biomed qui peut le changer et ça doit être fait pompe par pompe. OK, Donc, thank you. je ne crois pas que c'est quelque chose qui peut être fait facilement. Merci. Any other questions related to any of these two topics? J'ai vu les résultats du pôle, fait qu'on va regarder les résultats plus en détail là, pour le petit sondage qu'on a passé tantôt. Merci beaucoup d'avoir répondu. Ça nous donne un petit peu plus de contexte, au moins clarifier un peu c'est quoi les attentes et vos besoins pour qu'on puisse vous soutenir. Et comme Marie-Ève disait tantôt, on va travailler là-dessus de notre côté et reprendre contact avec les gens pour les prochaines étapes. Marie-André. Allô? C'est juste relié à mes deux questions. Quand vous écrivez situation d'urgence, donc il y a une exemption de faire la double vérification lors d'une situation d'urgence. OK, vous parlez d'un arrêt cardiaque, mais situation d'urgence, un patient avec une DRS, est-ce que c'est une situation d'urgence? On donne de la morphine en grosse quantité à l'urgence. Et la plupart des médicaments qui sont dans le high alert, on les donne beaucoup. Donc, c'est un gros impact pour l'urgence si on commence à faire ça. Puis, j'ai aussi regardé au niveau de l'urgence, vous documentez dans Medurge, j'ai regardé la liste de médicaments où il y avait une contre-signature obligatoire. Et je n'étais pas prête à rajouter plus de médicaments là-dessus, justement, pour ne pas trop avoir d'impact sur votre organisation de travail. Mais, oui, une situation d'urgence, c'est un patient qui est en resus, là, puis qui ne va pas bien, là, puis qu'il faut qu'on lui donne ses médicaments tout de suite. Je n'ai pas une réponse très claire pour toi, Marie-André, parce que ça requiert vraiment d'étudier un peu c'est quoi l'organisation de travail, puis comment ça se fait. L'ordonnance, la préparation du médicament, qui le prépare, puis qui l'administre. Je pense que l'important, c'est d'être conscient que quand on manipule des médicaments avec nos fameux symboles de high alert, puis qu'on a les prompts sur la Q-dose, il faut peut-être
c'est ralentir un peu puis d'aller voir exactement qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on le prend, on l'administre de la bonne façon. Mais ça ne sera pas documenté qu'il y a une double vérification qui va être faite parce que le seul médicament dans Médure, c'est insuline et héparine. Fait que la morphine puis tous les médicaments de soins. Il y a l'alteplase, il y a les produits sanguins aussi, mais oui. Je pense que la seule façon pour que l'urgence puisse le documenter, ça va être dans une note d'évolution où ce que l'infirmière qui le donne, elle va dire que ça a été vérifié par telle autre infirmière. Parce qu'on ne peut pas mettre une contre-signature obligatoire pour tous les médicaments à l'urgence parce que ça bloque votre écran. Vous ne pouvez pas avancer après. Mais faire la double vérification aussi bloque l'étape. Ma question est, est-ce qu'il faut absolument le faire? C'est l'attente que ça soit fait pour ces médicaments-là. Puis, il faut savoir c'est quoi la ligne directrice, là. Oui, présentement, pour l'urgence, je ne suis pas en mesure de donner une réponse noire ou blanche sur c'est quoi l'attente pour les doses intermittentes à l'urgence sans m'asseoir avec vous puis voir qu'est-ce qui est réaliste. OK, parfait. On se planifiera un meeting avant d'implanter quoi que ce soit. Merci. As-tu d'autres questions? Non, on les a toutes vues, hein? Cool. Hey, vous avez un surplus de 6 minutes. Allez, une pause pipi puis cherche un café. Je pense que c'est fini. Bon, ben bon après-midi tout le monde. Bye. À la prochaine. Ah, un nouveau message. C'est juste bonne journée. Merci. C'est ça. Oui. Moi, je prends ça. Bye. Merci, bye.